Salut tout le monde, ce soir nous allons voyager dans le temps. Pas dans les batailles épiques ou les révolutions sanglantes, mais dans quelque chose de bien plus apaisant, la routine royalement ennuyeuse d'un roi médiéval. Imaginez des tentures qui sentent la suie, des escaliers en pierre plus froids que votre frigo, et un emploi du temps aussi figé qu'un vitrail. Vous êtes ce roi. Pas un roi de conte de fées, attention, plutôt un roi du XIIe siècle, engoncé dans un château qui fuit, avec des obligations qui s'enchaînent, comme une longue et lente messe. Vous n'êtes pas en train de charger sur un champ de bataille, non, vous êtes en train d'attendre que votre valet vous tende vos chaussons en cuir. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi dans les commentaires où vous vous trouvez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux dans votre chambre royale. Il ne fait pas noir, non, mais ce n'est pas non plus clair. C'est ce moment étrange où les rayons du soleil hésitent à traverser les vitraux sales. Un page est déjà là, debout dans un coin, silencieux, comme une statue mal payée. Vous ne vous levez pas immédiatement, ce serait indigne. Vous attendez que 3 personnes viennent tirer les rideaux et qu'un chapelain marmonne une prière matinale, un œil à peine ouvert, l'autre visiblement encore au lit. Vous bâillez discrètement. Le roi ne devrait pas bâiller pendant que le valet numéro 2 vous aide à vous asseoir. Votre coussin lombaire est trop plat. On le remplacera par un autre tout aussi plat. C'est là que commence le ballet. La chambre royale se remplit comme une scène de théâtre. Chambellan, écuyer, un médecin qui veut juste vérifier que vous respirez encore, et ce moine qui griffonne tout ce que vous faites dans un registre aussi épais qu'un rôti de sanglier. La première chose à faire, boire un peu d'eau tiède parfumée à la menthe, sauf que ce matin, c'est à l'anis, et personne ne sait pourquoi. Peut-être une livraison erronée, peut-être une nouvelle lubie de l'intendant. Vous ne demandez pas, vous êtes roi, mais pas au point de contrôler les herbes infusées. Un fait historique notable ici. La journée d'un roi était codifiée à l'extrême. Tout avait un ordre, une heure et souvent un chant grégorien pour l'accompagner. Pas de place pour l'improvisation, sauf s'il y avait un incendie ou un mariage diplomatique, ce qui revenait parfois au même. On vous présente ensuite l'ordre du jour. Des parchemins à perte de vue, des messages d'abbés lointains, des plaintes de barons, des rapports de récolte et un résumé détaillé du comportement de vos chiens de chasse, parce que oui, même le chien royal a son carnet de notes. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces matins étaient dits insupportables. Certains pensent que le roi profitait de ce pouvoir cérémoniel pour ralentir le temps, d'autres avancent qu'il s'ennuyait à mourir et rêvait secrètement de fuir déguisé en moine. Vous trouvez ça long, très long. Et ce n'est que le début. Une anecdote marginale, un roi anglais du XIVe siècle aurait passé une journée entière à essayer différentes chaises. Il en avait fait venir 12 venus de tout le royaume. Résultat, il choisit finalement un coussin posé à même le sol, car aucune chaise ne convenait à sa posture royale. Le coussin fut promu au rang de meuble officiel. Revenons à vous. Vous êtes encore en chemise, le maître d'habillage arrive avec les couches successives de votre tenue du jour. Mais ça, on le garde pour la prochaine section. Pour l'instant, vous devez supporter l'odeur du bois mouillé, le chant lointain d'un moine enrhumé et le grattement insistant de la plume du scribe qui note que vous vous êtes gratté le cou à 6h43. Avant même le petit déjeuner, vous avez déjà dit oui à 4 requêtes, signé 2 lettres, et haussé un sourcil à un évêque qui insistait pour que vous jugiez une dispute sur un champ de moutarde. Vous ne savez même pas où est ce champ, mais vous avez dit oui en soupirant. Et alors que vous inspirez profondément, vous vous rendez compte qu'au fond, malgré les plumes qui piquent et les responsabilités qui s'accumulent, c'est une vie calme, rituelle, prévisible, parfaite pour s'endormir à nouveau si seulement personne ne vous appelait pour cette maudite messe de 7 heures. Vous vous tenez maintenant debout, du moins on vous aide à tenir debout. La pièce est froide, l'air sent vaguement la cire fondue, le linge humide et... le fromage oublié ? Peu importe. Ce matin, vous avez faim. Vous êtes roi après tout.
Et ce ventre qui gargouille n'a pas été élu par la grâce divine. Le petit déjeuner ou Dia Diner, pour faire médiéval chic, n'est pas exactement le festin d'un brunch moderne. Il arrive tôt, parfois avant 8 heures, et ne ressemble pas à ce qu'on imagine dans les films pleins de dindes et de sangliers rôtis. Non, vous êtes accueillis par une table modeste, recouverte de tissu brodé, sur laquelle trône du pain dur, un potage tiède et quelque chose qui se prétend œuf, mais qui regarde dans 2 directions. Vous vous asseyez, non pas seul, mais entouré d'assistants, de goûteurs et d'un prêtre qui bénit chaque bouchée comme si elle contenait du cyanure. D'ailleurs, elle pourrait. Le goût du pain semble suspectement métallique ce matin. Mais votre goûteur ne s'effondre pas, donc vous continuez. Fait historique, le petit déjeuner médiéval n'était pas systématique. En fait, beaucoup de nobles n'en prenaient pas du tout, préférant un repas copieux vers midi. Mais les rois, eux, n'avaient pas ce luxe. Il fallait garder des forces pour écouter des doléances, supporter les chaussures rigides et sourire à des gens qu'ils n'aimaient pas. Ce matin, c'est un bouillon de poulet, ou peut-être de lièvre, qu'on vous sert. Il est tiède, toujours tiède, jamais chaud. Il paraît que c'est meilleur pour l'estomac. Mais honnêtement, à ce stade, vous commencez à regretter ce rêve dans lequel vous étiez boulanger à Naples, entouré de brioches moelleuses. Les historiens ne sont pas d'accord sur ce que mangeaient exactement les rois au réveil. Certains manuscrits parlent de flan sucré, d'autres de galettes d'avoine. Une chronique française mentionne un roi qui mangeait une tranche de pain trempée dans du vin rouge chaque matin. On ne sait pas s'il en profitait pour oublier qu'il était roi. Vous êtes plutôt servi en vin blanc. Pas un verre, non, une coupe discrète. Parce qu'après tout, un peu de vin aide à passer la soupe tiède. Votre médecin vous recommande de ne pas boire d'eau sans cuisson, sous peine de provoquer une mélancolie du foie. Vous hochez la tête, les yeux dans le vide, en pensant au melon que vous avez mangé l'été dernier et qui vous a rendu bizarrement heureux. Pendant ce temps, un écuyer raconte une anecdote sur la fois où un faucon royal a volé une cuisse de poulet à un ambassadeur de Bohême. Personne ne rit, mais tout le monde sourit vaguement, comme on sourit à une blague de belle-mère. Vous prenez une bouchée d'un fruit confit qui aurait dû rester confit un peu plus longtemps. Et puis vient le moment le plus solennel, l'arrivée du fromage. Ah, le fromage royal. Ce matin, c'est une pâte molle, odorante, posée sur une feuille de chou. Décorative, vous espérez. Vous en mangez une miette, parce que votre conseiller économique a dit que le fromage était un symbole de souveraineté terrienne. Vous ne comprenez pas, mais vous acquiescez en mâchant lentement. Une anecdote peu connue, Louis IX, celui qui deviendra Saint-Louis, aurait insisté pour ne manger que des mets bénis individuellement, ce qui ralentissait énormément les repas, au point que certains invités commençaient à prier pour un miracle, que le repas finisse. Dans votre coin, vous terminez le bouillon, il y a un os, vous le laissez sur le côté, comme si vous saviez ce que cela signifie. Puis, un moine vient réciter un psaume. Vous profitez de la récitation pour bâiller discrètement et inspecter une fissure dans la table. Elle ressemble à une grenouille. Les serviteurs s'activent autour de vous. Certains ramassent ce qui les reste, d'autres vous tendent des serviettes parfumées à la lavande, du moins en théorie. Vous vous essuyez les doigts et vous vous demandez si le roi d'Espagne mange également des bouillies fades au réveil. Peut-être qu'il a inventé les tapas juste pour éviter ça. Il y a quelque chose d'étrangement monotone, mais apaisant dans ce rituel. Vous mangez peu, lentement, au son d'un feu qui crépite au fond de la pièce. Une cloche tinte au loin. Le moment du conseil approche. Et oui, vous allez y aller, mais pas encore. Avant cela, vous restez là, les mains jointes, à digérer ce qui n'avait pas besoin de cuisson, tout en réfléchissant vaguement à la signification du rêve de la nuit dernière. Celui avec l'âne qui parlait latin. Était-ce une prophétie ? Un simple signe que vous avez encore mangé trop de figues. Le pain dur vous regarde. Vous lui rendez son regard. Il est temps de vous lever. Le valet vous aide à repousser la chaise, tandis que votre barbier vous murmure que le vin d'aujourd'hui était probablement de Loire, pas de Bourgogne. Vous faites mine de vous en soucier. Votre estomac est plein d'un mélange tiède de nostalgie et de légumineuse. Vous vous redressez, majestueux, pour mieux aborder ce que le destin a prévu pour vous. Un costume complet, pour une réunion où il sera question de taxes sur les moulins.
à suivre. Vous êtes encore là, debout, dans cette chambre tiède à courant d'air, et voilà que commence l'un des moments les plus emblématiques, et franchement les plus longs, de votre journée de roi médiéval. L'habillage. On vous l'avait vendu comme un privilège. Être servi, être paré, être le centre d'un petit ballet chorégraphié de serviteurs en silence. En réalité, c'est surtout rester là, à ne rien faire, pendant qu'on vous enfile une demi-douzaine de couches de vêtements, dans un ordre aussi rigide qu'un poème en latin. Tout commence par la chemise. Elle est blanche, rêche et fraîche. Très fraîche. Pourquoi ? Parce qu'on l'a suspendue toute la nuit dans une pièce mal chauffée. Ce n'est pas tant pour vous rafraîchir que pour éviter que des souris n'y fassent leur nid. On vous la passe par les bras, vous tendez vaguement les poignets et espérez que ce matin, le valet a mis la couture dans le bon sens. Puis viennent les chausses, pas vraiment des pantalons, plutôt des bas en laine collés à vos jambes avec un zèle suspect. Il faut s'asseoir pour les enfiler et un garçon d'écurie vient vous attacher les liens. Vous gardez les yeux fermés. Ce n'est pas le moment de poser des questions existentielles sur votre dignité. Fait historique du jour, les rois du Moyen Âge avaient rarement un seul vêtement préféré. Ils en possédaient des dizaines, tous classés par utilité, occasion, jour de la semaine et, évidemment, influence astrologique. Un roi capétien, dit-on, aurait refusé de porter du bleu un lundi, à cause de Saturne. Personne ne comprenait, mais tout le monde acquiesçait. Un serviteur plus expérimenté arrive avec la tunique du jour. Elle est d'un brun doré, bordée de fourrure, probablement du renard, même si votre conscience vous dit que ce serait plutôt du castor mal brossé. Le tissu gratte un peu, mais il paraît que c'est le signe d'un bon tissage. Vous souriez mollement, comme un client poli chez le coiffeur. Autour de vous, personne ne parle à hochement de voix, c'est le moment solennel. Vous sentez les mains rapides fixer la ceinture de cuir, y accrocher une aumônière, vide, comme d'habitude, une dague cérémonielle, émoussée, par prudence, et un petit crucifix orné de pierres semi-précieuses qui ont vu de meilleurs jours. Les historiens se chamaillent encore sur le nombre exact de vêtements qu'un roi portait au quotidien. Certains manuscrits évoquent jusqu'à 9 couches, chemise, doublure, surcot, tunique, manteau, sans oublier le capuchon, parfois brodé de prières pour éviter les migraines, ce qui, soyons honnêtes, n'a jamais marché. Une anecdote insolite pour la route. Un roi hongrois aurait exigé un nouveau manteau chaque jour de carême, pas par vanité, mais parce qu'il transpirait la pénitence. Les tailleurs de la cour bénissaient ce zèle religieux, surtout parce qu'il doublait leur charge de travail et leur gratification. De votre côté, vous êtes maintenant à l'étape délicate. Les gants ? Oui, vous devez porter des gants, même pour les réunions en intérieur. Pas pour vous protéger, non, c'est un symbole. Un message muet. Je touche le monde par l'intermédiaire du pouvoir. Vous pensez plutôt que c'est pour cacher que vos mains sont devenues sèches à force de savon au suif. L'ultime étape, le manteau. Il faut 2 personnes pour le soulever. 3 si c'est un jour humide. Il est long, épais et décoré d'un motif héraldique dont vous avez vaguement oublié la signification. Un lion, un lys, peut-être une carpe, peu importe, tant que personne ne vous demande de le dessiner. Et là, comme à chaque fois, un moment d'étrange silence. Vous êtes paré, dressé, droit comme une bougie, un roi, mais un roi enveloppé dans ce qui ressemble vaguement à une tente de luxe. Vous sentez la sueur perler sous les aisselles. Vous commencez déjà à regretter de ne pas être un moine en bure, même si eux doivent donc te lever à 4 heures. La pièce se vide lentement. Les valets se retirent à reculons, en silence. Sauf celui qui trébuche toujours sur le tapis. Oui, lui, il est fidèle. On l'aime bien. Vous vous approchez du miroir. Pas en verre, non. Une plaque de métal poli, assez floue pour que votre reflet ressemble à une icône byzantine. Vous hochez la tête. Pas trop mal, compte tenu de l'époque. Et puis soudain, la pire idée vous traverse l'esprit. Vous devez aller vous asseoir. Dans cette tenue, et pas n'importe où. Dans la grande salle, sur le trône, une chaise sans coussin, sculptée dans un bois plus rigide qu'une règle de grammaire latine. Un supplice très lent. Vous sortez enfin de la pièce. 2 gardes ouvrent les portes en grand. La lumière du couloir vous éblouit. Vous marchez lentement,
avec toute la dignité qu'on peut avoir, dans des bottines serrées. Un page vous annonce à la volée, Sa Majesté est prête à gouverner. Mais vous, intérieurement, vous pensez surtout à ce bonnet de nuit que vous ne reverrez pas avant 15 heures. Vous voilà donc assis, enfin, presque assis. Sur ce trône sculpté à la hache, oui, même le dossier. Il est censé évoquer la puissance, l'autorité, le prestige. En réalité, il évoque surtout un mal de dos en formation. Votre colonne vertébrale vous envoie déjà un message. On avait dit qu'on arrêtait les meubles symboliques. Devant vous, une longue table, en chêne massif, décorée de chandeliers, qui fument lentement comme pour souligner le rythme de ce qui s'annonce, le conseil du matin. C'est le rendez-vous quotidien où l'on débat de choses graves avec des voix molles. Le chancelier, ce cher vieil homme au visage plissé comme une bourse mal fermée, ouvre le bal. Il parle de taxes. Toujours les taxes. Cette fois, il est question d'une levée exceptionnelle pour financer la réparation du pont de Trévigny. Vous ne vous souvenez pas de Trévigny. Est-ce un village, un cheval, un poète maudit ? On vous tend un parchemin. Apparemment, c'est un endroit réel avec des habitants qui n'aiment pas nager. Autour de vous, les conseillers hochent la tête, pas tous en même temps, comme s'ils étaient secrètement en compétition de timing. Certains écrivent, d'autres somnolent à peine dissimulés derrière une main posée en soutien réflexif. Vous vous souvenez de ce que disait votre père ? Si tu veux régner, apprends à écouter sans écouter. À l'époque, vous pensiez qu'il parlait de musique, mais non, il s'agissait bien des conseils. Un fait historique marquant, dans la plupart des royaumes européens médiévaux, les conseils du roi n'étaient pas consultatifs pour la forme, ils réglaient vraiment les affaires courantes. Le roi devait écouter, peser, arbitrer, et parfois feindre la surprise quand on lui parlait d'un problème qu'il avait lui-même causé la semaine passée. Aujourd'hui, après Trévigny, vient la question du grain. Une cargaison s'est perdue en chemin. Il semble que les meuniers de 2 seigneuries se soient disputés l'itinéraire, chacun affirmant que les rivières locales leur appartiennent. Vous hochez la tête, l'air concerné. En réalité, vous vous demandez s'il serait convenable d'introduire un goûter dans ce rituel. Une petite figue, peut-être ? Le ton monte un peu quand un baron moustachu interrompt le bailli. « Mais seigneur, vous n'avez jamais vu un moulin de votre vie. » Le bailli, offusqué, cite les Saintes Écritures. Le baron cite sa mère. Vous toussez doucement. Et tout le monde se tait. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point les rois médiévaux prenaient eux-mêmes les décisions. Certains affirment qu'ils suivaient religieusement l'avis de leur entourage, d'autres avancent qu'ils prenaient plaisir à contredire leur entourage, juste pour garder les choses intéressantes. Vous choisissez la voie de la discrétion. Vous acquiescez aux propositions les plus inoffensives, demandez un rapport plus approfondi pour les autres, et refusez poliment de trancher la querelle sur la propriété d'une chèvre aux pattes torses. Petite anecdote marginale, un roi de Bohême aurait passé 14 réunions consécutives sans prononcer un mot. Lors de la 15e, il toussa. Ce fut interprété comme un décret et une taxe fut créée à la suite. Il ne s'en remit jamais vraiment. On vous présente ensuite un plan pour organiser un tournoi dans le comté voisin. Un peu de spectacle, paraît-il, pour remonter le moral des troupes. Vous pensez aux coups, vous pensez aux chevaux, vous pensez aussi que vous pourriez feindre une absence diplomatique ce jour-là. Vous acquiescez avec une lenteur calculée, façon « je suis sage, mais je me méfie ». À ce stade, une des chandelles s'éteint d'elle-même. Une allégorie ? Peut-être ? Une malédiction ? C'est probable. Votre chapelain s'empresse de faire un discret signe de croix pendant qu'un scribe en note la direction du courant d'air. Et vous êtes encore là, immobilisé dans ce fauteuil à dossier pointu, le tissu de votre manteau vous chatouillant la nuque alors qu'un moine tout en bas de la table entame une diatribe sur la nécessité d'élargir les murs d'un monastère, parce qu'ils sont oppressants pour les novices. Une cloche sonne quelque part, pas pour vous, pour les cuisines, et pourtant elle sonne comme un appel à la liberté. Vous fixez le chancelier, il comprend. D'un hochement subtil, il met fin à la réunion en résumant que Sa Majesté a entendu, réfléchi et mandera décision ultérieure. Vous vous levez lentement. Vos genoux craquent
Comme les poutres d'un grenier, une pensée vous effleure, il n'est que 10h30, et vous avez déjà vécu toute une vie, direction les loisirs, enfin, ce qu'on appelle loisir quand on est roi, une activité pour se détendre, entouré de nobles, de surveillants, de courtisans, de musiciens, et d'une chèvre apprivoisée qui ne vous quitte plus depuis le mois dernier. Mais ça, c'est pour plus tard. Vous quittez la salle du conseil, d'un pas presque déterminé, ou du moins aussi déterminé qu'on peut l'être dans des bottes en cuir trop rigides. L'air du couloir est légèrement plus frais, une fraîcheur poussiéreuse typique des châteaux de pierre, un mélange de torchères, de cuir usé et de vieilles décisions politiques. Aujourd'hui, on vous a promis un moment de détente royale, c'est-à-dire la chasse. Mais attention, pas la chasse sauvage et libre que vous imaginiez enfant, arc à la main, cheveux au vent, poursuivant des cerfs entre deux cascades imaginaires. Non, c'est une chasse politique, une sortie très codifiée, à laquelle participeront une vingtaine de nobles, 2 poètes, un ambassadeur d'Aragon et probablement ce vieux comte qui sent toujours l'ail. Vous vous souvenez de la dernière chasse, il avait plu. Votre cheval avait glissé sur une taupinière. Le duc de Bourgogne avait failli avaler une flèche. Et pourtant, tout le monde avait applaudi. Quelle merveilleuse démonstration de bravoure, sire. Fait historique, les loisirs royaux étaient rarement de vrais loisirs. Ils servaient à affirmer le pouvoir, montrer sa vigueur et, surtout, impressionner les seigneurs qui se disputaient vos faveurs. Le roi ne s'amusait jamais vraiment. Il performait l'amusement, un peu comme rire à une blague déjà entendue, mais devant un auditoire. Aujourd'hui, vous avez droit à un cerf semi-domestiqué, pour éviter les accidents. Le maître veneur vous explique longuement l'itinéraire, les signaux sonores et les règles de poursuite. Vous écoutez poliment, tout en observant un écuyer essayer d'enfiler un gant sur la patte d'un faucon particulièrement sarcastique. Avant de sortir, on vous tend une lance, pas trop lourde, pas trop affûtée, un compromis entre virilité et sécurité. Vous hochez la tête, les narines pleines d'un air humide, il va probablement pleuvoir. Évidemment, les historiens débattent encore sur le rôle exact des chasses royales dans les alliances politiques. Certains y voient un théâtre de guerre symbolique, d'autres une façon plus discrète de tester les ambitions. On observe qui suit le roi, qui le devance et surtout qui fait semblant de ne pas voir un sanglier foncer. Mais ce matin, surprise, ce n'est pas un sanglier, c'est un lièvre, rapide, confiant, presque moqueur. Il zigzague entre les arbres. 2 barons manquent d'eau de tomber, un poète récite une métaphore incompréhensible sur la liberté et les carottes. Vous souriez vaguement. Vous ne poursuivez pas le lièvre, vous le saluez du regard. Après 2 heures de cavalcade prudente, vous revenez vers le château. L'ambassadeur d'Aragon tente de complimenter votre style équestre. Il choisit maladroitement le mot « sinueux ». Vous ne répondez pas, mais offrez un fruit sec en retour, comme un geste diplomatique antique. Puis vient la pause poésie. Oui, c'est prévu, 1 heure pendant laquelle des troubadours récitent des vers que personne ne comprend vraiment, sauf les courtisans qui hochent la tête avec un sérieux surjoué. Vous écoutez un poème sur une sirène amoureuse d'un cochon ailé. Vous ne savez pas si c'est une allégorie politique. Vous décidez que non. Petite anecdote insolite, un roi de Navarre aurait lui-même composé des poèmes destinés à sa jument favorite. Le manuscrit fut retrouvé plus tard et interprété comme une ode au courage chevalin, ou peut-être une déclaration d'amitié maladroite. Les historiens hésitent encore. Le reste de la journée s'écoule lentement. Un tournoi est improvisé dans la basse-cour. 2 jeunes chevaliers s'affrontent sous votre regard. Leurs armures brillent, leurs lances s'entrechoquent avec fracas. Vous battez des mains, un peu, parce que les gants rendent ça difficile. Et tout autour, les regards, toujours ces regards, de ceux qui veulent une faveur, une terre, une exemption, un mariage, un bout de poisson séché. Être roi, c'est être le soleil autour duquel gravite une foule d'ombres affamées de chaleur. Mais un soleil fatigué, enveloppé dans une cotte de mailles décorative qui commence à démanger. Alors que la lumière baisse, vous retournez vers vos appartements. Un fauconnier vous remercie pour la chasse. Vous ne saviez pas qu'il était là. Il vous tend une plume. Vous la prenez. C'est peut-être un signe de respect. Ou une façon élégante de vous signaler que votre manteau est couvert de fientes. En résumé,
Vos loisirs vous ont permis de transpirer, éviter un arbre et écouter 6 sonnets sur des oignons philosophiques. Détendu? Non. Distrait? Peut-être. Et c'est déjà beaucoup. Votre chambellan vous murmure que le souper est en cours de préparation. Vous hochez la tête. Mais en secret, vous rêvez d'un vrai loisir, une pièce silencieuse, un fauteuil moelleux, et personne pour réciter de la poésie en occitan. Un jour, peut-être, le soleil baisse lentement, traînant ses derniers rayons orangés sur les murs humides du château. Vous marchez dans un couloir de pierre, vos bottes résonnant sur le sol comme un rappel que même le roi doit finir par rentrer chez lui. Enfin, chez lui, dans ses appartements, qui ne sont, pour être honnête, pas aussi confortables qu'on pourrait l'imaginer. Vous passez devant une tapisserie représentant une scène de chasse que vous avez vécue il y a 6 ans. On vous y a brodé avec plus de menton et moins de ventre. Vous hochez la tête avec une approbation silencieuse. Les artistes médiévaux savaient flatter l'ego et ignorer la réalité. Votre chambre, ou plutôt votre ensemble de pièces privées, est située dans une aile peu chauffée. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé au siècle précédent que le roi devait dormir proche de Dieu et loin du bruit. Traduction, à l'endroit le plus froid et le plus exposé au courant d'air du château. Quand vous entrez, tout est déjà prêt. Des chandelles vacillent dans les coins. Un feu crépite mollement dans la cheminée où un serviteur s'acharne à raviver des braises avec une méthode inspirée du désespoir. L'air est parfumé, légèrement. Un mélange de cire d'abeille, de thym sec et de vieille laine. Fait historique notable. Contrairement à la croyance populaire, les chambres royales n'étaient pas toujours opulentes. La chaleur y était rare, les fenêtres mal isolées et les lits partagés, pas pour des raisons romantiques, mais pour la sécurité, le prestige et la chaleur humaine. Oui, même le roi dormait parfois avec un écuyer. Par choix? Pas toujours. Vous vous approchez de votre lit. C'est une immense structure de bois sculpté, décorée de rideaux lourds, avec des colonnes torsadées, menaçant de vous tomber dessus au moindre grincement. Le matelas est bourré de paille. Bonne qualité, dit-on. Séché au soleil, sans insectes. Du moins, c'est ce qu'on vous dit. Mais ce n'est pas encore l'heure de dormir. Non, il faut d'abord se détendre royalement. C'est-à-dire écouter un chroniqueur, vous lire un passage de votre propre généalogie. Oui, encore. Vous êtes toujours, selon lui, le descendant d'un chevalier celte, d'un saint obscur et d'une dryade selon certaines interprétations. Vous écoutez distraitement, en essayant de deviner combien de générations il reste avant qu'il atteigne votre grand-père. Une anecdote oubliée. Un roi d'Écosse aurait demandé à ce qu'on insère secrètement dans sa lignée un ancêtre dragon. Officiellement, pour des raisons héraldiques. Officieusement, pour impressionner les enfants. Les moines ont râlé, puis obéi. Votre bain n'est pas prévu pour ce soir. Ouf, ce sera pour la prochaine section. À la place, vous profitez d'un moment rare, être seul. Vaguement. Une solitude accompagnée. Un valet s'occupe de vos bottes. Un autre range vos vêtements du jour. Et le troisième attend que vous ayez besoin d'un coussin supplémentaire. Les historiens se querellent toujours à propos des moments de solitude des souverains. Certains affirment que les rois n'étaient jamais seuls, toujours entourés, surveillés, accompagnés. D'autres pensent qu'ils cultivaient des instants secrets, dans les escaliers de service ou au sommet des tours, juste pour entendre le vent sans commentaire. Vous avez trouvé un compromis. Regardez le feu en silence pendant 10 minutes. C'est votre moment. Personne ne parle, personne n'ose. Même le chien du palais s'assied discrètement de l'autre côté de la pièce, comme s'il méditait lui aussi. Une cloche sonne, c'est l'heure de la lecture religieuse du soir. Vous l'avez vaguement la main, ce soir ce sera sans vous. Vous êtes officiellement en contemplation. À mesure que la nuit avance, l'ambiance change. Les sons du château deviennent étouffés. On entend quelques rires lointains des cuisines, une porte qui grince, le cliquetis d'un garde changeant de position. Le silence devient une tapisserie sonore à lui seul. Vous vous glissez dans votre lit, enfin vous essayez. Car ce lit n'est pas conçu pour s'allonger complètement. Il est court, c'est normal. On croyait alors qu'il fallait dormir semi-assis pour éviter les mauvais esprits, ou les reflux gastriques, ou les deux. Votre oreiller est garni de plumes, mais il ressemble plutôt à un sac de pommes mal rembourré.
vous vous couvrez avec une couverture en laine, rude mais efficace. Un dernier valet approche, dépose un gobelet d'eau tiède et une figue séchée sur la table de chevet, en bois brut, fendu mais solide. Il vous souhaite une nuit paisible. Vous lui répondez d'un murmure. Et vous vous retrouvez seul, pour de vrai. Enfin, presque. Une chauve-souris fait un bruit au-dessus des poutres. Vous décidez de l'ignorer. Après tout, elle ne vous dérange pas. Vous avez entendu des pires récits. Un roi de France réveillé par une belette. Un autre par un moine somnambule. Une nuit tranquille est déjà une bénédiction. Alors vous fermez les yeux, écoutez le feu crépiter et laissez le froid envelopper doucement la pièce, comme un manteau ancien mais familier. Pas encore endormi, mais plus vraiment réveillé non plus. L'aube suivante approche, mais pas encore assez pour vous extraire de la chaleur relative de votre lit de paille royale. Malheureusement, ce matin, vous avez un rendez-vous avec l'hygiène. Enfin, avec sa version médiévale. Parce que si vous imaginez un bain moussant aux bougies, vous allez être déçu. Très déçu. La toilette royale n'est pas une routine quotidienne. Non, non, c'est un événement. Un rituel, une corvée qu'on planifie, qu'on anticipe et qu'on subit avec la résignation d'un roi qui sait qu'on va lui frotter les coudes avec du gros sel. Un page entre discrètement dans la pièce et vous annonce avec un enthousiasme injustifié « Le baigneur est arrivé ». Vous soupirez doucement. Il faut se lever. Ou plutôt se laisser hisser vers la bassine. Fait historique du matin. Au Moyen-Âge, l'hygiène n'était pas absente. Elle était simplement différente. On se lavait par parties à différents moments de la semaine. Les bains complets étaient rares, réservés aux grandes occasions, ou au moment où les courtisans commençaient à reculer discrètement d'un pas. Aujourd'hui, c'est bain. Ce qui signifie que vos serviteurs ont passé une bonne heure à faire chauffer de l'eau, à la transporter dans des seaux, à la verser dans une cuve en bois cerclée de fer, posée au milieu de votre salle annexe, une baignoire rustique que l'on habille parfois de tentures pour protéger votre dignité, ou pour éviter les courants d'air. Probablement les deux. Vous y entrez lentement, très lentement, parce que l'eau est tiède, tiède façon thé oublié, ni chaude ni froide, juste assez pour déclencher un frisson d'âme. On vous tend un linge, rugueux, un savon aussi, fait de suif, de cendres, d'herbes séchées et probablement de regrets. Le barbier est là. Bien sûr qu'il est là. Il adore ces moments. Il est bavard, un peu trop, et vous raconte aujourd'hui que le comte de Givray aurait des poux trop nobles pour l'eau bénite. Vous haussez un sourcil, ce qui suffit à relancer l'anecdote pendant 5 bonnes minutes. Vous êtes lavé doucement, méthodiquement. On frotte les bras, les jambes, le dos. Rien d'indiscret, il y a un protocole et même une hiérarchie des frottements. Les pieds viennent toujours en dernier, paraît-il. C'est une question d'honneur, ou de microbes. Là encore, les historiens hésitent. Pendant qu'on vous rince, le chapelain fait une apparition pour bénir l'eau usée. Il salue, vous le saluez d'un hochement humide, puis il repart comme il est venu. L'étiquette est sauve, l'eau est à moitié grise, tout le monde est content. Les débats académiques restent vifs sur la fréquence des bains royaux. Certains manuscrits parlent de 3 fois par mois, d'autres évoquent des bains annuels, ponctués de prières, de chants et de fanfares. Une chronique normande raconte qu'un roi aurait demandé un bain double en 1282, un matin et un soir, ce qui fut considéré comme un signe de décadence extrême. Une anecdote amusante, un souverain anglais fit creuser une salle de bain en marbre pour sa reine, qui y mit les pieds une seule fois, avant de décréter que l'humidité du sol faisait migrer les songes dans les genoux. Depuis, la pièce est restée fermée et transformée en bibliothèque. Ironie. De retour dans votre salle, on vous sèche avec des draps de lin, pas très absorbants, mais doux à leur manière. Vous êtes ensuite enduit d'une sorte d'onguent parfumé, supposé repousser les miasmes. L'odeur rappelle un mélange de cannelle, de clous de girofle et de grenier. Vous décidez de ne pas éternuer. Une fois sec, vous enfilez un vêtement léger, presque confortable, pour la pause d'après-bain. C'est probablement le seul moment où vos vêtements ne pèsent pas l'équivalent d'un bouclier. Vous vous asseyez près de la fenêtre, le soleil entre timidement. Vous ressentez un frisson, mais pas désagréable. Le barbier reste dans les parages. Il taille un peu votre barbe, il prend son temps.
Il chante même, à mi-voix, une chanson locale parlant d'une lavandière et d'un dragon qui avait peur de l'eau. Vous hochez la tête doucement. C'est à la fois absurde et apaisant. Votre chien entre sans prévenir. Il s'assied, vous regarde, puis s'endort immédiatement. Signe que vous sentez propre ou que vous êtes redevenu inoffensif? Difficile à dire, le feu est relancé. Une servante apporte une tisane tiède, toujours tiède, à base de fenouil et de miel. Vous en buvez une gorgée, c'est fade, mais c'est bien. Vous êtes propre, vous êtes calme, et pour la première fois depuis 3 jours, vous ne sentez pas la cire rance. Vous repensez à votre père qui disait « Un roi propre est un royaume qui respire ». Vous n'avez jamais compris ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, pour une fois, vous décidez de le croire. Et maintenant, il est temps de vous rhabiller. Lentement. Couche après couche, l'hygiène s'éclipse, la solennité revient. Vous vous redressez, vos cheveux encore humides, votre manteau frais. Et ce soupçon de dignité qui revient, accompagné d'un filet de savon dans le cou. Prochain arrêt, la chapelle. Mais vous sentez qu'il y aura une sieste quelque part entre ici et là. Vous sentez encore le savon dans vos narines lorsque vous entrez dans la chapelle du château. L'air y est frais, presque suspendu, comme s'il retenait son souffle en présence de votre grandeur parfumée. Le sol est en pierre polie, les bancs en bois grincent à chaque respiration et l'encens flotte paresseusement, mêlé aux vapeurs d'humidité sacrée. Vous êtes ici pour prier, officiellement. Officieusement, c'est aussi un moment pour faire acte de présence, valider votre statut de roi pieux et, disons-le franchement, éviter que le pape ne vous envoie un courrier passif-agressif sur vos péchés accumulés. La première prière est en latin, bien sûr. Vous récitez en rythme, les yeux mi-clos, pendant qu'un moine à la diction incertaine marmonne plus qu'il ne proclame. Un des versets parle de purification. Vous pensez à votre bain de ce matin, et vous sentez presque une ironie divine flotter dans l'air. Fait historique notable, la religion n'était pas seulement une affaire d'âme au Moyen-Âge, c'était une stratégie politique. Le roi était censé être l'élu de Dieu, l'intermédiaire terrestre entre le ciel et les gens qui n'avaient pas de fourche. Assister à la messe n'était pas un choix, c'était un acte de gouvernement. 3 fois par jour, en principe. Vous, aujourd'hui, commencez à vous demander si 2 ne suffiraient pas. Mais le chapelain vous jette un regard brûlant dès que vos paupières deviennent suspectes. Vous vous redressez. Vous êtes éveillé. Enfin, vous faites semblant. Les historiens débattent encore du degré de foi personnelle des rois médiévaux. Certains affirment qu'ils étaient sincèrement pieux, d'autres suggèrent qu'ils voyaient surtout la foi comme une armure politique. La vérité se situe probablement quelque part entre 2 psaumes. Après la messe, vous vous dirigez vers la pièce aux reliques. Oui, cette petite salle obscure où reposent des fragments d'os, des mèches de cheveux et ce que l'on vous a vendu comme un morceau du manteau de Saint-Martin. Vous ne vous en lassez jamais, pas par dévotion, mais parce que la lumière y est douce et l'ambiance étrangement apaisante. Un moine vous propose de toucher une ampoule contenant une larme d'un saint ermite du Jura. Vous acceptez, touché par l'effort. Vous ne sentez rien de particulier, sauf un léger picotement dû à la poussière. Mais tout le monde vous regarde comme si vous veniez de converser avec l'au-delà. Vous esquissez un sourire mystique, on l'écrira dans les chroniques. Anecdote marginale, un roi de Castille aurait fait construire une chapelle mobile pour pouvoir prier même en campagne militaire. Elle tenait sur une charrette avec un autel escamotable, des vitraux démontables et un orgue minuscule. Malheureusement, un jour de pluie, toute la charrette se transforma en soupe religieuse. L'idée fut abandonnée. Vous retournez ensuite dans vos appartements pour le repas de midi, mais avant cela, une petite prière digestive et de rigueur. C'est bref, quelques mots pour remercier, quelques autres pour demander pardon d'avoir ri intérieurement pendant le sermon du moine bègue. Et enfin, vient le moment de la confession, 1 fois par semaine. Mais parfois, comme aujourd'hui, on insiste. Vous vous installez dans un petit espace décoré de tapisseries pieuses. Le confesseur arrive, âgé, discret, enveloppé dans une cape de laine qui sent la bibliothèque oubliée.
Il vous demande si vous avez péché. Vous hésitez à répondre que vous avez pensé à donner une gifle au baron moustachu du conseil hier. Mais vous restez vague, vous parlez de pensées impures envers un pigeon, d'une envie de figues volées et d'un soupçon de flemme vis-à-vis de la deuxième messe de la journée. Le confesseur sourit doucement. Il vous donne une pénitence raisonnable, 3 prières et une pensée charitable. Vous pensez immédiatement à offrir une couverture à ce pauvre page qui a éternué dans les cuisines. On vous tend ensuite une médaille bénie. Vous la glissez dans votre bourse. Elle ira rejoindre les 17 autres déjà là-dedans. Mais celle-ci est spéciale. Elle a été frottée sur une dent de Saint-Augustin, ou peut-être était-ce un morceau de chaise. Les versions varient. En quittant la chapelle, vous vous sentez allégé ? Non, pas exactement. Disons nivelé, comme si votre conscience s'était faite repasser doucement, à basse température. Vous passez devant 2 gardes en silence. Ils s'inclinent. Vous répondez d'un signe vague de la tête. Votre esprit est ailleurs, flottant entre les psaumes et la soupe du déjeuner. Ah oui, la soupe. Vous vous souvenez soudain que, selon la tradition, on ne mange pas de viande aujourd'hui. Vendredi oblige. Ce sera donc du poisson, ou ce que le cuisinier appellera poisson en tout cas. La foi royale, c'est aussi ça. Jeûner symboliquement, prier mécaniquement, croire stratégiquement. Et parfois, espérer que le ciel comprenne votre silence mieux que vos paroles. Vous voici donc de retour à l'intérieur, votre estomac légèrement encombré par une bouillie de lentilles bénies et ce poisson douteux dont la texture évoquait davantage un parchemin que la mer. C'est l'après-midi, l'heure où la lumière décline doucement dans les couloirs du château et où l'agenda du roi devient administratif. Et oui, être monarque, ce n'est pas seulement chasser, prier ou humer l'encens en fronçant les sourcils, c'est aussi signer des choses, lire d'autres choses et faire semblant de comprendre les deux. Bienvenue dans le monde des chartes, des plaintes, des requêtes, des déclarations fiscales et des querelles de moines. Aujourd'hui, c'est la tour sud qui vous attend. Une pièce encombrée de coffres remplis de rouleaux, des parchemins, certains poussiéreux, d'autres encore humides d'encre. Vous vous asseyez sur un fauteuil plus conciliant que le trône, ce qui n'est pas un exploit, pendant qu'un notaire vous présente la pile du jour. Premier document, une charte d'affranchissement pour un village dont vous ne savez ni le nom, ni l'emplacement, ni pourquoi il veut s'affranchir. Vous demandez « Y a-t-il des moulins ?» Le notaire répond « 2 et 1 lavoir ». Vous signez. Voilà. Affranchi. Deuxième parchemin. Une plainte d'un abbé contre un autre abbé à propos d'un puits. Oui, encore cette histoire de puits. Cela fait 30 ans que ces 2 communautés se disputent le droit de tirer l'eau en premier. Aujourd'hui, l'une accuse l'autre de verser des herbes laxatives dans le seau. Vous soupirez, notez « à vérifier » et passez au suivant. Fait historique, la bureaucratie médiévale, bien que rudimentaire, était incroyablement prolifique. On écrivait tout, absolument tout. Les décisions royales, les disputes locales, les ventes de champignons, les mariages arrangés entre canards héraldiques, tout avait un registre. Et tout passait par vous, parfois directement, souvent symboliquement. Les historiens se disputent encore sur la part réelle d'intervention royale dans ces décisions locales. Certains avancent que les rois signaient mécaniquement, d'autres qu'ils étaient parfois très impliqués, surtout quand l'affaire concernait des recettes fiscales ou un cousin éloigné. Troisième rouleau, une déclaration de doléance sur un troupeau de porcs qui aurait envahi une église. Il est précisé que les bêtes ont souillé l'autel et effrayé les novices. Vous demandez si les porcs étaient armés. Le notaire ne rit pas. Vous signez, par pure charité. Puis vient la question des comptes. Votre trésorier, petit homme au visage pincé, arrive avec un regard comme un lundi matin. Il vous tend un tableau, dessiné à la main, indiquant les entrées et sorties du mois. Le mot « déficit » est entouré de fleurs. Vous demandez si la guerre contre le duché voisin en est la cause. Ils toussent, vous comprenez ? C'est probablement le tournoi et ses 12 sangliers rôtis. Anecdote marginale, un roi danois fit interdire l'usage de la couleur rouge sur les parchemins comptables, car il trouvait cela déprimant. À la place, on utilisait du bleu, ce qui donna à ces registres un air de poème en détresse.
On vous apporte maintenant une série de lettres à pages à parapher. Messages diplomatiques, réponses à des demandes de mariage, félicitations à un noble pour la naissance d'un 8e enfant et une lettre adressée à un fabricant de cloches qui réclame le paiement de son travail depuis 12 ans. Vous signez tout cela avec une plume taillée trop finement. L'encre coule, bave un peu. Vous vous retrouvez avec un petit trait sur la manche. Le scribe blêmit. Vous lui faites un geste, ce n'est pas grave. Vous êtes fatigué, pas cruel. On vous apporte aussi un livre de contes religieux. Il contient le détail des offrandes faites par les différentes abbayes. Certaines offrent du fromage, d'autres des chandelles, et une, particulièrement créative, a envoyé un lapin empaillé recouvert d'or. Vous notez un mot, à exposer. Mais loin de ma chambre. Un moment de calme s'installe, le feu crépite dans un coin. Vous regardez votre sceau royal posé sur la table, massif. En argent, frotté chaque matin par un page, il représente un lion rampant. Vous avez toujours trouvé qu'il ressemblait davantage à un chat surpris. Vous ne l'avez jamais dit, vous demandez un peu de vin. Tiède, bien sûr. Il arrive dans une coupe large, vous en buvez une gorgée. Pendant ce temps, votre scribe vous lit un résumé d'une querelle juridique entre deux charcutiers. Apparemment, un a volé la recette de l'autre pour une galantine au miel. Vous demandez « Y a-t-il procès ?» Réponse « Un duel est envisagé. » Vous écrivez « Préférez médiation » parce que vous n'avez pas envie d'expliquer à la reine pourquoi deux bouchers se battent dans la cour. La journée touche à sa fin. Les rouleaux sont rangés dans leur coffre. Vos yeux piquent. Votre main est tachée d'encre. Vous êtes un roi bureaucrate. Un roi qui vient de trancher une affaire de fromage moisi. Et vous sentez, au fond de vous, cette petite fierté administrative. Personne, aujourd'hui, n'a pleuré dans votre salle de travail. Vous avez réussi à quitter la salle des parchemins sans trébucher sur un coffre ou renverser un encrier. Un exploit quotidien que personne ne vous célèbre, mais que vous savourez intérieurement. Malheureusement, votre moment de répit est de courte durée, car vous éternuez, une fois, puis une deuxième. Et aussitôt, l'alerte est lancée. Votre médecin personnel, que vous soupçonnez de vivre en embuscade derrière une tenture, surgit comme une belette bénédictine. Il prend votre pouls, inspecte vos yeux et vous annonce d'un ton grave que vous êtes probablement atteint de vent bilieux de l'humeur jaune. Ah, l'après-midi médical peut commencer. Être roi médiéval, c'est aussi avoir droit aux meilleurs soins que peut offrir le XIIIe siècle. Ce qui, en pratique, veut dire on vous saigne, on vous purge ou on vous fait boire une décoction qui a la couleur et la consistance du désespoir. Parfois les trois dans le désordre. Fait historique. La médecine médiévale était fondée sur la théorie des 4 humeurs, bile noire, bile jaune, flegme et sang. Le but du traitement ? Rééquilibrer ces liquides en vous faisant saigner, vomir ou transpirer. La médecine préventive ? Dormir avec des oignons dans les chaussettes, véritablement. Aujourd'hui, votre médecin vous recommande une petite saignée d'entretien. Pas une grosse, non, rassurez-vous. Juste de quoi vous alléger la tête. On vous installe sur une chaise, on vous attache un tissu au bras et on sort le matériel. Une petite coupe, une lancette en fer et un sourire beaucoup trop enthousiaste. Pendant ce temps, le chapelain entre. Il souhaite vous lire un passage édifiant pour vous apaiser. Vous êtes en train de perdre du sang, mais oui, allez-y, racontez-moi donc la parabole du figuier et du pêcheur distrait. Une anecdote véridique, un roi anglais exigeait qu'on lui fasse une saignée chaque premier lundi du mois. Non pas parce qu'il y croyait vraiment, mais parce que cela l'exemptait de participer au conseil du matin. Son médecin, complice, déclarait que l'énergie du sang appelait au silence. Astuce ingénieuse. Une fois la saignée terminée, on vous donne un petit verre de vin pour reconstituer vos forces et une potion aux herbes censée purifier votre esprit et vos entrailles. Vous la buvez en 2 gorgées. Elle a un arrière-goût de basilic, de savon et de bois flotté. Vous remerciez poliment. Puis, c'est le moment de l'auscultation générale. Votre médecin écoute votre cœur avec l'oreille directement sur votre poitrine. Il tapote, il hoche la tête, il murmure quelque chose à son apprenti qui note avec un sérieux bouleversant. Vous commencez à avoir des regrets et des crampes. Les historiens débattent encore de l'efficacité réelle des soins royaux. D'un côté,
Les souverains avaient accès aux meilleurs herboristes, aux médecins formés dans les grandes écoles d'Italie et aux bains les plus propres du royaume. De l'autre, ils servaient souvent de cobayes à des théories douteuses, comme se soigner par les prières criées à haute voix ou insérer des grenades dans les narines contre la toux. Une servante entre avec un coussin rempli de lavande chaude. Elle le place derrière votre dos. Soulagement instantané. Pendant quelques secondes, vous oubliez que votre bras suinte doucement dans un linge roulé. Puis vient le dessert de cette consultation. L'urine. Et oui, on vous présente un flacon que vous avez rempli ce matin. Ne me demandez pas comment. Et le médecin l'examine à la lumière d'une torche. Il commente la couleur, la densité, le frémissement mystique. Vous hochez la tête comme si vous compreniez. Et bien sûr, il conclut par son conseil favori, Majesté, il faut éviter les fruits crus et les pensées sombres. Vous promettez d'y réfléchir, en évitant les figues et les barons moustachus. Anecdote surprenante, un roi d'Aragon aurait refusé tout traitement, préférant consulter ses propres rêves pour diagnostiquer ses maux. Il aurait guéri d'une mauvaise toux après avoir rêvé d'un pigeon qui parlait grec, ce qui n'explique rien, mais a marqué les esprits. Vous êtes recousu, réchauffé, réhydraté et accessoirement légèrement flou. Mais dans ce flou, vous flottez. Vous ressentez un calme étrange. Le calme de celui qui a survécu à une journée de médecine médiévale. Vous vous levez, lentement. Une goutte d'onguent coule le long de votre tempe. Le médecin salue. Le chapelain bénit l'oreiller que vous avez serré trop fort. Et vous ? Vous marchez vers la lumière rasante du couloir en vous disant que demain, peut-être, vous prétendrez être en parfaite santé, juste pour éviter le sirop à l'écorce de bouleau fermenté. Ou peut-être pas. Il reste quelque chose de réconfortant dans ces soins absurdes. Une sorte de théâtre intime, une farce du corps, une routine floue et moelleuse. Vous tournez à gauche, en direction de votre chambre. L'air est plus frais. Vous sentez que la nuit approche. Et vous aussi, vous approchez du moment tant attendu. Enfiler une robe de nuit inconfortable et prétendre que vous allez bien dormir. Mais ça, c'est pour la suite. La nuit est presque là. Les couloirs se font silencieux, les torches craquent doucement dans leur fixation de fer, et le château se prépare à cette grande épreuve qu'est le sommeil. Enfin, épreuve est peut-être un peu fort, disons un moment logistique de haut niveau. Car oui, dormir quand on est roi, ce n'est pas simplement bâiller, tirer une couverture et rêver de tournois où tout le monde vous applaudit en latin. Non, il faut se vêtir pour dormir. Et cette opération est tout sauf une partie de plaisir. Ce soir, comme tous les soirs, vous entrez dans votre chambre, encore tiède des braises restantes, pendant que 2 serviteurs vous attendent avec ce que l'on appelle pompeusement votre tenue de nuit. Il s'agit d'une robe en lin amidonné, un peu trop rigide pour être douce, et d'un bonnet de nuit dont le sommet se replie comme un vieux drapeau en berne. On commence par retirer votre manteau de jour, ce qui prend environ 3 personnes et 2 rappels du protocole. Puis viennent les chausses, la tunique, le surcot, la ceinture. On déroule littéralement votre quotidien, de la journée, couche après couche, jusqu'à ce que vous soyez réduit à un roi en chemise, les pieds gelés glacés. Fait historique, les vêtements de nuit royaux n'étaient pas très différents de ceux de jour, hormis qu'ils étaient lisiers plus amples, non doublés de fourrure, généralement, et parfois parfumés d'herbes séchées. On y cousait parfois une petite croix brodée au col pour éloigner les mauvais rêves, ou les moines trop bavards. Vous enfilez votre robe de nuit. Elle craque légèrement aux épaules, elle gratte au cou. Le lin est supposé être apaisant, mais vous commencez à penser qu'un sac de farine serait plus agréable. Le valet vous tend votre bonnet. Vous le mettez, il est trop grand ce soir. Il vous tombe sur un sourcil. Personne ne semble oser le dire. Les historiens ne s'accordent pas sur la fonction exacte du bonnet de nuit. Était-ce pour protéger la chaleur corporelle, pour maintenir la dignité en cas de réveil nocturne, ou pour dissimuler une chevelure en bataille au petit matin? Certains manuscrits parlent même de bonnets tressés, rembourrés de laine, censés éloigner les mauvais esprits par la sueur. Oui, littéralement. Anecdote marginale, un roi de Sicile aurait fait broder des vers de psaumes sur sa chemise de nuit, persuadé que cela lui garantissait des rêves prophétiques.
Il rapporta un jour avoir rêvé qu'un pigeon lui demandait de taxer les marchands de poissons. Ce fut appliqué dès le lendemain. On ne sait pas ce qu'en pensèrent les pigeons. Ce soir, comme souvent, un musicien discret s'installe au pied de votre lit pour jouer un air doux sur un psalterion. Des notes cristallines remplissent la pièce tandis que vous vous asseyez sur le bord de votre couche, les pieds longs frôlant le tapis de laine grattée. Un serviteur vous tend une coupe de tisane, fenouil, miel et une souche de sauge. Vous la buvez lentement. C'est tiède. Toujours tiède. Le roi ne boit pas chaud, paraît-il. Cela excite les humeurs. Vous n'avez pas envie d'être excité ce soir, ça tombe bien. Vous vous souvenez de cette nuit d'hiver où un hibou s'était installé dans les poutres de votre chambre. Il avait ululé toute la nuit. Le lendemain, on l'a proclamé porteur de sagesse, puis on lui a construit une petite maison en bois. Il ne revint jamais. Peut-être qu'il ne voulait pas payer la taxe d'habitation. Vous glissez sous les couvertures, lourdement. Le matelas, bourré de paille, a formé 2 vallées au centre, ce qui vous oblige à dormir en légère diagonale, à mi-chemin entre la dignité royale et l'acrobatie. Une chandelle crépite encore sur la table de chevet. Le valet l'éteindra plus tard. Pour l'instant, vous contemplez le plafond, ses poutres, ses ombres dansantes, et ce petit nœud dans le bois qui ressemble à une souris dodue. Une berceuse commence, chuchotée. En vieux français, vous ne comprenez que la moitié des paroles. Quelque chose à propos d'un berger, d'une étoile et d'une oie amoureuse. Vous souriez à peine. C'est étrangement rassurant. Et puis vient le moment du dernier regard, celui qu'on jette au plafond, au feu mourant, au rideau. Vous inspirez, expirez. Vous êtes propre, vêtu, encadré de soie grossière et prêt à entrer dans le monde des rêves. Mais avant de dormir, une pensée traverse votre esprit. Avez-vous signé la plainte des tanneurs ? Et qu'est devenu ce moine qui voulait agrandir sa bibliothèque dans un pigeonnier ? Bah, demain est un autre jour. Pour l'instant, vous êtes en pyjama amidonné, et personne ne peut vous en vouloir. La chambre est maintenant plongée dans l'ombre. Une pénombre épaisse, veloutée, seulement percée par les braises qui expirent lentement leur dernier souffle orangé dans la cheminée. Vous êtes là, étendu dans ce lit trop court, trop droit, trop royal pour qu'on y dorme véritablement à l'aise. Et pourtant, c'est l'heure de dormir en tant que roi. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas juste fermer les yeux et attendre le marchand de sable. Non, il y a un protocole nocturne. Il y a des habitudes, des gardes, des précautions, et toujours cette certitude sourde qu'un roi ne dort jamais vraiment seul. Les rideaux sont tirés autour de votre lit. Des rideaux épais, lourds, doublés de lin pour retenir le froid et peut-être les courants d'air porteurs de conspiration. Un valet glisse un petit réchaud de braise sous la couche pour adoucir les draps. Vous espérez simplement qu'il ne l'oubliera pas jusqu'au matin. Il s'est déjà endormi une fois. Le coussin n'a jamais vraiment récupéré. Fait historique, les chambres royales étaient gardées nuit et jour. Un soldat dormait parfois assis près de la porte, un autre arpentait lentement le couloir. Parfois, un chapelain restait éveillé, à prier doucement dans l'angle d'une alcôve, comme un chuchoteur de bénédiction. La nuit du roi était une affaire d'État. Vous, ce soir, vous avez accepté la présence d'un seul garde, silencieux, discret, presque une ombre. Il s'appelle Adrien. Vous ne lui avez jamais parlé, mais vous appréciez sa capacité à respirer sans bruit. Les bruits du château s'estompent peu à peu. La cuisine en contrebasse s'endort. Les souris prennent leur service. Un volet claque au loin. Et le vent souffle contre la tour nord, comme un vieux chevalier qui soupirerait dans l'oubli. Et là, sous la couverture qui sent vaguement la lavande et les jours de pluie, vous fermez les yeux. Vous essayez du moins. Mais la tête d'un roi ne se vide pas si facilement. Des pensées rebondissent. Avez-vous réglé le différend entre les abbés ? Avez-vous signé la charte du meunier bossu ? Le tournoi a-t-il été reporté ? Et ce pigeon noir, vu au crépuscule, était-ce un mauvais présage ou juste un pigeon avec du caractère ? Les historiens se disputent encore sur la qualité du sommeil des souverains. Certains avancent qu'ils étaient épuisés de tant de cérémonial, d'autres pensent qu'ils restaient toujours aux aguets, leur sommeil brisé par la charge du pouvoir. Quelques récits rapportent
des insomnies tenaces, des rêves prophétiques, des soupirs dans la nuit. Et puis, il y a le problème des bruits nocturnes. Vous entendez un craquement, du bois qui travaille, bien sûr, ou un esprit. On ne sait jamais. Le château est vieux, très vieux, et les vieilles pierres aiment raconter leurs souvenirs à minuit. Une anecdote étrange. Un roi de Pologne avait demandé qu'un ménestrel lui chante chaque soir la même chanson, sur une boucle de 8 vers, pendant des années, jusqu'à ce que le ménestrel change un mot. Et là, le roi fit un cauchemar si effrayant qu'on interdit à quiconque de chanter « châtaigne » dans le palais. Vous tournez un peu, le matelas grince, les plumes de l'oreiller se déplacent comme une armée microscopique. Vous réajustez votre bonnet de nuit. Il vous tombe sur l'oreille gauche, parfait, et vous vous laissez aller, doucement. Les pensées ralentissent. Vous ne savez plus trop si vous êtes éveillé. Vous flottez, quelque part entre un souvenir de chasse, une discussion sur les taxes, sur les cloches, et une vision floue d'un cerf en robe de moine. Le feu s'éteint. Il ne reste que le froid délicat de la pierre. Et votre respiration. Tout est calme, pas parfait, mais suffisamment tranquille. Et dans cette imperfection feutrée, vous dormez enfin. Et voilà, vous y êtes. Pas dans un château somptueux, pas dans une salle de bal dorée, mais dans le calme étrange et poussiéreux d'une vie royale du Moyen-Âge, avec ses rituels, ses robes amidonnées, ses bains tièdes, et ces réunions où l'on débat plus de fromage que de guerre. Vous avez marché lentement dans les couloirs, goûté des plats tièdes, esquivé des conflits de puits et écouté des poèmes de troubadours mal inspirés. Vous avez été saigné, oint, vêtu, et dévêtu selon un protocole millénaire, et tout cela, pour finir ici, sous une couverture en laine un peu rêche, à écouter votre propre souffle mêlé au craquement du bois. C'était ça, être roi, un mélange de pouvoir écrasant et de tâches absurdes, d'autorité solennelle et de détails ridicules, d'ennui enveloppé de velours. Mais maintenant, les chandelles sont éteintes, les chartes sont signées, les pensées se dissolvent, et vous pouvez dormir. Car même dans un château humide, sous un bonnet mal cousu, le sommeil finit toujours par trouver les plus grands comme les plus simples. Faites de beaux rêves, Votre Majesté.